Que diriez-vous de nous donner votre réaction au sommet entre Poutine et Trump? Je voulais simplement montrer, enfin, j'ai pas pu le faire, certains des aspects visuels qui me semblent presque drôles, voire humoristiques. Donc ici, on voit Donald Trump paraître très fort. Voici le président des États-Unis qui affiche une attitude ferme. Oui, oui, oui. Ceci est partagé par la Maison-Blanche. Je veux que les gens puissent le voir. There is a statue une statue où un gage corporel transmet cela durant l'ensemble du sommet. Et puis il y avait cette photo qui circulait, parce que je pense que l'aspect visuel reflète en partie ce qui s'est réellement passé. Là, on voit Poutine sur le tarmac. Les gens disaient « Oh oui, Trump avait l'air très ferme ». Et puis, soudain, Trump. Beaucoup passent à côté de ça. Les médias occidentaux traditionnels en particulier passent à côté. Mais Marc, selon toi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Aucun accord, aucun compromis n'a été conclu, même si Trump avait annoncé qu'un accord sur l'Ukraine allait être trouvé. Les deux parties restent très discrètes sur les détails. Mais quelle est ton analyse? Oui, je pense qu'il ne s'est vraiment pas passé grand-chose pour l'instant. On pourrait dire que, temporairement, Trump a été remonté comme un jouet à ressort à l'endroit où il se trouvait il y a quelques mois, puis il va se dérouler à nouveau, vous savez, pour revenir en gros à la même position qu'il occupait juste avant le sommet. Et j'imagine que cela ne prendra pas trop de temps. Je pense qu'il y a une chose qui a été clairement transmise lors de ce sommet. L'intervention de la Russie dans le conflit civil ukrainien, l'opération militaire spéciale, se poursuivra jusqu'à sa fin inévitable sur le champ de bataille. C'est tout, non? Il n'y aura pas de règlement diplomatique. Il n'y aura pas de réinitialisation des relations entre les États-Unis et la Russie. Peu importe à quel point Donald Trump pourrait, vous savez, au plus profond de lui-même, s'il a un cœur, ou du moins la chose dorée qui se trouve dans sa poitrine, le souhaiter. Ce que je retiens de tout cela, c'est qu'au niveau personnel, ce qui, en tant que réaliste structurel, n'est généralement pas si important à mes yeux, n'est-ce pas? Je ne suis ni un grand partisan, ni un farouche opposant à la théorie des grands hommes en politique internationale. Mais je ne pense pas que Trump atteigne vraiment ce niveau. Sur le plan personnel, je pense que Trump, si vous remettez cette image, la dernière que vous aviez affichée à l'instant. Celui-ci? Ce que je vois, et ce qui me paraît le plus logique tout au long de cette histoire, c'est qu'ici, on voit un jeune garçon ébloui par son idole, recevant quelques conseils, peut-être même une petite leçon. C'est ce que j'observe. Je pense que si nous essayons de comprendre Trump, si nous essayons de le psychanalyser, ce qui à mon avis pose problème quand on s'y essaye. Mais, vous savez, c'est, dans une certaine mesure, le jeu. In Honest Time était tellement quichotesque et imprévisible, une véritable bombe de chaos. Mais c'est sur le plan personnel ce que je perçois de Trump. But that's on a personal level what I read from Trump. You know, how else to explain his Vous savez, comment expliquer autrement ces longues tentatives au fil du temps de dériver? Et il traite certainement Poutine avec un respect et une déférence qu'il n'accorde à aucun autre dirigeant mondial. Bien qu'il ait justement publié sur les réseaux sociaux, la semaine dernière, un message qualifiant Alexandre Loukachenko, le président du Bélarus, de très respecté président du Bélarus. Et 1 million d'âmes de l'État profond aux États-Unis et en Occident ont poussé un cri de douleur à ces mots, une brève torture. Mais au final, ce que je retiens surtout, c'est à quel point Trump est impuissant, à quel point il est soumis aux institutions, qu'il s'agisse d'un consensus bipartisan du Congrès pour maintenir la ligne en politique étrangère face à la Russie, de l'État profond, de la bureaucratie permanente, des services de renseignement, du département d'État, peu importe comment on l'appelle, du complexe militaro-industriel, des think tanks, des institutions,
mais aussi des Européens et de Kiev. The Europeans and Kiev, right? They're all against. And Ils sont tous contre lui. Lors de sa première administration, Trump semblait parfois vouloir désespérément trouver un terrain d'entente et améliorer les relations avec Kim Jong-un. Et on lui a accordé, vous savez, une certaine marge de manœuvre. Mais quand cela est allé trop loin, ses propres collaborateurs triaient sur le volet. John Bolton, se vantant de la manière dont cela avait été fait à l'époque, ont soigneusement orchestré la manipulation pour tout faire échouer. Et j'imagine que dans les semaines à venir, nous verrons cette brève période où Donald Trump tente désespérément, je ne sais pas, de jeter un œil hors de la bulle de verre des institutions hégémoniques américaines dans laquelle il se trouve, Dethamer May and Etherwar. D'un côté, nous avons eu Trump, qui est sorti de cette situation. Maintenant, il est revenu à la position qu'il occupait il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'il suit à nouveau, du moins temporairement, la ligne russe selon laquelle il n'y aura pas de cessez-le-feu. Ce qu'il nous faut, c'est une paix permanente. Il avait brièvement adopté cette position il y a quelques mois, après l'un de ses premiers appels téléphoniques avec Poutine, puis il avait été progressivement ramené en arrière par ses propres institutions d'État et par les Européens pour exiger un cessez-le-feu inconditionnel, il y a à peine 2 jours, n'est-ce pas? Donc il a été ramené à cette position. En même temps, les dirigeants européens disent aussi qu'ils promettent désormais des garanties de sécurité à l'Ukraine. Qu'est-ce que cela signifie au fond? Il refusait désespérément d'accorder à l'Ukraine la moindre garantie de sécurité. Donc vous voyez un pas en avant, 2 pas en arrière. Au final, je ne pense pas que cela change grand-chose dans l'ensemble. C'était un spectacle. Nous avons tous été divertis. N'avons-nous pas été divertis? N'êtes-vous pas divertis? N'est-ce pas pour cela que vous êtes ici? N'est-ce pas pour cela que vous avez élu Donald Trump pour être diverti? Nous avons eu du spectacle. Nous avons eu du battage. Nous avons eu du faste. Nous avons eu des grincements de dents et de l'hystérie du côté attendu. Mais au final, je ne pense pas que cela ait vraiment beaucoup d'importance. Je ne pense pas que cela changera quoi que ce soit dans le cours des choses. Je voulais te demander, Marc, parce que je suis d'accord, surtout sur le fait de ne rien changer. Beaucoup de gens, en Occident collectif et aux États-Unis qui suivent ces évolutions, qui suivent des chaînes comme la mienne, considèrent Vladimir Poutine comme quelqu'un de très fort. Même si Vladimir Poutine, son attitude, sa façon de faire, il n'y va pas en ayant l'air prêt à se battre. Il y va prêt à négocier, prêt à être diplomate. Ironiquement, parmi tous les dirigeants mondiaux, c'est lui. Oui, c'est lui. N'a-t-il pas une ceinture noire ou quelque chose comme ça? Il lutte contre des ours ou... Bref, j'ai l'impression qu'il en est sorti incroyablement fort. Même rien qu'à la conférence de presse, Marc, il a assuré les 2/3 de la conférence à lui tout seul. Et puis, Donald Trump est monté là-haut et improvisait complètement. Mais Biden avait plus de 8 minutes préparées pour une conférence de presse très courte, qui n'en était même pas vraiment une, où il a tout résumé, il arrivait et il avait Fox News. Il avait les médias occidentaux, les causes profondes, martèle ces mots. C'est de la panique. Parlons-en, car c'est un point essentiel pour moi. Vladimir Poutine s'est rendu aux États-Unis. Les médias occidentaux, même s'ils aiment toujours exagérer le danger que représentent Poutine et la Russie, craignent selon moi, dans ce cas précis, que Poutine ne soit pas quelqu'un qu'on peut bousculer ou faire plier sur des questions qui sont absolument existentielles pour la Russie dans son ensemble. C'est ce que j'ai surtout retenu. Qu'en as-tu pensé? Oui, je suis presque sûr que Vladimir Poutine ne transpire pas.
Je suis presque sûr qu'il a été biologiquement conçu pour ne jamais transpirer, non? Je veux dire, il ne tremble pas, il ne perd pas son sang-froid, il ne fait jamais rien qui ne soit pas toujours calme, glacial, posé et professionnel. Et éminemment diplomate, n'est-ce pas? Professionnel, diplomate, le véritable archétype, la quintessence même d'un homme d'État mondial. Et ça rend l'Occident complètement fou, surtout quand il continue d'élire, vous savez, des quasi-cadavres à moitié morts, des cadavres gériatriques atteints de démence, et vous savez, des bouffons narcissiques orangés. Voilà. Et je veux dire, c'est même pas seulement au niveau présidentiel. I mean, it's not only even at the presidential level. I mean, let's just go down the list of the equivalents. Je veux dire, regardons simplement la liste des équivalents en termes de compétences des deux côtés de ce sommet. Franchement, est-ce que quelqu'un va sérieusement comparer Lavrov et Blinken en matière de diplomatie et de politique étrangère? L'un de mes moments préférés de tout ce sommet, c'est quand Lavrov est arrivé avec assurance dans les locaux à Anchorage, portant un sweatshirt SSSR. Pour moi, c'était du pur trolling. Il a vraiment éclipsé Medvedev. Vraiment, il l'a fait. Et il l'a fait avec une telle autorité. C'était incroyable. Les médias occidentaux sont devenus complètement fous pendant toute cette affaire. They went batshit insane during this whole affair. Even on the tarmac, we hear them shrilly. Même sur le tarmac, on les entend crier stridentement, juste au moment où Poutine et Trump se rencontraient et se serraient la main. Président Poutine, quand allez-vous arrêter de tuer des civils? N'est-ce pas? Ce qui, vous savez, est le summum. Comment Donald Trump pourrait-il jamais vous faire confiance? Je veux dire, en ce qui concerne le fait de tenir parole, je ne sais pas, par exemple, entrer en négociation et ne pas immédiatement bombarder un pays pendant celle-ci, comme un autre président que je connais, ou inviter un dirigeant étranger à négocier dans un pays tiers, puis l'assassiner et s'en vanter ensuite. Je veux dire, ces gens sont-ils sérieux? J'ai depuis longtemps compris qu'ils sont totalement incapables de comprendre ou de percevoir leur propre hypocrisie. Ils vivent simplement dans un monde où ils sont absolument incapables de la moindre autocritique, même la plus infime. Et écoutons ceci, Marc, si possible, car je veux montrer ce moment précis et exactement ce à quoi tu fais référence concernant les médias occidentaux. Les médias occidentaux deviennent littéralement hystériques simplement parce que Poutine est là, et c'est encore la même femme qui crie. Ce n'est que tout le monde déborde ça. Je veux dire, c'est ici que ça se passe. I mean, this face. He's just having fun. This is Ils s'amusent, tout simplement. C'est Poutine qui s'amuse. Je veux dire, c'est étrange. C'est le moment où son masque a le plus craqué. Et il riait, franchement. Il prenait vraiment plaisir à tout cela. He was laughing it up. He was enjoying all of this. He was prepared. Il était préparé, lui aussi. Il était tellement préparé pour tout ce moment. Et puis, il est sorti de Russie pour entrer aux États-Unis. Et il s'est dit, « Oh, ils ont laissé sortir les animaux de leur cage. » Et Donald Trump a effectivement dit quelque chose comme ça. Vous voyez ce à quoi je dois faire face. Je veux dire, soyons honnêtes, appelez ces voix stridentes, hurlantes, de propagandistes, des journalistes. Ce ne sont pas des journalistes. Ils ne le sont en aucun sens du terme. Ils essayent simplement. Ils sentent désespérément que Donald Trump ne fait pas le travail attendu d'un président de l'hégémonie en attaquant le dirigeant de la Russie, alors ils essayent de prendre cette place. C'est comme ça que je le comprends. Mais oui, ils ont juste été ignorés. Ils ont été écartés. Et il faut le dire, non? Je veux dire, abordons simplement la folie de cette question. Prenons-la au sérieux, juste un instant. Les pertes civiles, les dommages collatéraux dans le conflit en Ukraine sont ridiculement faibles pour un conflit de cette intensité et de cette ampleur, non? Je veux dire, c'est du jamais vu.
Le nombre de femmes et d'enfants tués en particulier est minime, n'est-ce pas? La plupart de ces victimes se trouvent presque certainement du côté des forces du régime de Kiev. Quand vous lisez des gros titres et entendez des rapports comme « La Russie a lancé 300 missiles et drones à travers l'Ukraine pendant la nuit et une personne a été tuée et 3 ont été blessés », réfléchissez-y un instant. Comment est-ce possible? Think about that for a second. How is that even possible? How do you fire 300 drones and missiles? Comment peut-on tirer 300 drones et missiles, n'est-ce pas? La plupart étant évidemment interceptés avant d'atteindre leur cible, c'est évident. La Russie va jusqu'à des extrêmes extraordinaires, n'est-ce pas? De toute évidence, elle se soucie bien plus du peuple ukrainien que ne le font les dirigeants et journalistes occidentaux. Maintenant, comparons cela, bien sûr, ce qui ne sera jamais fait dans les médias occidentaux. Alors, regardons. Je veux dire, regardez les victimes civiles lorsque Trump, il y a seulement quelques mois, bombardait le Yémen. Ou, vous savez, oserons-nous même mentionner les victimes civiles lorsque Netanyahou bombarde toute la bande de Gaza jusqu'à la ruine, n'est-ce pas? Avec exactement cet objectif. Je veux dire, voilà à quoi ressemble une campagne qui non seulement ne se soucie pas des civils, mais qui en fait tout pour, disons, en sacrifier un certain nombre. Et quand on voit le pourcentage de femmes et d'enfants parmi les morts, il devient tout à fait évident qu'il ne s'agit pas d'hommes en âge de combattre, que la moitié ou plus des victimes sont des femmes et des enfants. Il devrait y avoir des gens qui crient avec indignation à Netanyahou « Quand arrêterez-vous de tuer des civils ?» Pas à Vladimir Poutine, n'est-ce pas? Mais encore une fois, attendons vraiment autre chose des médias occidentaux à ce stade? Non, bien sûr que non. Mais Poutine était absolument maître de la situation, n'est-ce pas? Il se sentait confiant, à l'aise. Ils savaient ce qu'ils venaient dire et faire ici. Ils l'ont dit, puis ils sont partis. Et de toute évidence, même si les deux camps insistent sur le fait que tout s'est très bien passé, disant que c'était 10 sur 10, la réalité, bien sûr, est tout autre. À l'origine, selon les rapports, il devait y avoir une rencontre en tête-à-tête entre Poutine et Trump avec des traducteurs présents, puis une réunion en format 5 contre 5. Ensuite, cela a été modifié pour que la première réunion soit en format 3 contre 3. Trump, Rubio, et je crois que c'était Witkoff, et du côté russe, Poutine, Lavrov, et je ne suis pas sûr si c'était Dmitriev ou Tchakov, mais c'était 3 contre 3. Cela a duré 3 heures, et puis c'était fini. Il devait y avoir un déjeuner commun, il devait y avoir une deuxième réunion. J'avais entendu dire 7 heures, puis c'était 1h30. Alors je me disais, 7 heures. De quoi vont-ils parler pendant 7 heures? Mais oui. Tout le reste a été annulé, non? Et il devait y avoir une conférence de presse, non? Une conférence de presse conjointe après. Et je me dis juste, oh, Volodya, Vladimir, pourquoi as-tu accepté cette absurdité, non? Tu sais, cette meute baveuse, cette horde de zombies hurlant de façon stridente. Et ce n'était rien parce qu'ils n'ont pas pris de questions de la presse. Comme tu l'as dit, ils ont tous les deux fait, enfin, non seulement ils l'ont fait, mais Poutine est passé en premier. C'est du jamais vu. C'est pas le protocole. Il a failli être à la fois le premier et le dernier. Il l'a fait, car il est intervenu en anglais à la fin en disant « la prochaine fois à Moscou ». Mais c'est un autre point qui a choqué l'Occident. Non seulement, ils ont tous été traînés jusqu'au fin fond de l'Amérique, pour ainsi dire pour ce spectacle, mais en plus, ils n'ont même pas eu le droit de poser de questions, à part celles qu'ils criaient de loin sur un ton aigu. Et apparemment, le président Poutine s'en moquait ouvertement. C'est donc, encore une fois, une rupture du protocole. C'est vraiment difficile à comprendre. Et il est difficile d'interpréter cela autrement que comme une capitulation de Trump.
Je pense simplement qu'il reconnaît. Vous savez, Trump adore toujours jouer à ces jeux de mal alpha, ces jeux de pure domination avec tous les autres dirigeants mondiaux, n'est-ce pas? On a vu ces poignées de main ridicules qu'il fait avec Macron. Erdogan fait la même chose. Je pense même qu'Erdogan est meilleur. Et il a brièvement essayé avec Poutine. C'était évident, et Poutine n'a pas bronché. Je veux dire, qui êtes-vous? Poutine est ceinture noire de judo. Soyons sérieux. Il était totalement prêt. Il n'a même pas eu à forcer face à un type qu'il dépasse d'une tête, et je ne sais pas, d'une masse corporelle significative, disons-le comme ça. Et Poutine n'a pas bronché. Encore une fois, je ne sais pas si cet homme est humain. Mais Trump a simplement cédé le statut de mal alpha à Poutine tout du long. Et il lui a montré de la déférence. Il lui a témoigné un respect qu'il n'accorde à aucun autre dirigeant mondial. Encore une fois, il est difficile de l'interpréter autrement sur le plan personnel. Au final, je ne pense pas que ce niveau personnel ait de l'importance, car personnellement, Trump ne sera jamais autorisé à prendre les décisions permettant d'améliorer unilatéralement les relations avec la Russie, quoi qu'il arrive. Et s'il y a une chose, à chaque fois qu'un événement de ce genre se produit, j'ai peur que l'ancien Vladimir Poutine, qui, vous savez, avant 2014, voire jusqu'en 2022, était toujours marqué par sa prudence et son attachement à la diplomatie et au légalisme, ne disparaisse. Mais il n'y a eu aucune concession. Aucune concession n'a été faite. Je sais qu'ils essayent de présenter les mêmes absurdités. Oh, Poutine acceptera de geler la ligne de contact à Kherson et à Zaporizhia si Zelensky retire toutes ses forces du Donbass. Vous savez, ce qu'il leur reste là-bas. Et je me dis, pourquoi la Russie accepterait-elle cela? Violer votre propre constitution. Vous savez, violer votre propre constitution. Non seulement ils ont la Constitution, mais ils vont aussi avoir le Donbass sous contrôle d'ici la fin de l'année. Je veux dire, ils sont en train de détruire le régime de Kiev dans le Donbass en ce moment. Les percées dépassent toutes les attentes, y compris les miennes, montrant que le prix sanglant d'une guerre d'usure de près de 3 ans doit maintenant être payé, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Nous en voyons les effets. Nous n'assistons pas à un effondrement total, pas encore, comme certains l'annoncent tous les 2 mois depuis le début de ce conflit, mais nous assistons à un effritement. On constate une incapacité à tenir toute la ligne de front, et c'est ce qui a conduit à la pénétration en profondeur et à la crise opérationnelle à l'arrière de Pokrovsk. Je veux bien préciser que c'est pour cela que ce sommet a eu lieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si les médias occidentaux avaient essayé de présenter les choses à l'envers. Oh, la Russie fait un effort supplémentaire pour améliorer sa position avant le sommet afin d'avoir plus de poids. C'était exactement l'inverse, non? La Russie avait déjà commencé à détruire le régime de Kiev dans la direction de Pokrovsk. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit « Oh, si vous n'arrêtez pas cela et n'acceptez pas un cessez-le-feu dans 50 jours, alors il y aura des sanctions secondaires et des tarifs douaniers sur le reste du monde pour avoir osé commercer avec vous. » Et là, ils sont devenus encore plus paniqués, non? Et ensuite, c'était 10 ou 12 jours, nous sanctionnerons le reste du monde. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce sketch, je ne pense pas grand-chose d'Eurasia Group et d'Ian Bremmer. Mais il y avait ce sketch dans l'émission de clown qu'ils font sur J0 Media, intitulé « Trump sort les poings ». Vous pouvez le trouver sur YouTube, Puppet Regime. Et Trump est en colère. Vous devez accepter un cessez-le-feu. Vous devez faire ce que je dis. Non, pas encore, n'est-ce pas? Et puis, très bien, je vais faire quelque chose de vraiment fort. Et il arrive, et il met un coup de poing à Modi en plein visage. Et alors Poutine dit, putain de merde. Et il demande, pourquoi tu m'as frappé? Et Trump répond, eh bien, quelqu'un doit payer le prix parce que Poutine ne fait pas ce que je dis, et ce ne sera pas moi.
et Xi Jinping est là, et Modi dit « Pourquoi tu ne l'as pas frappé, lui? Il aide, tu sais, il achète plus à la Russie que moi. » Et Trump dit quelque chose comme « Eh bien, vous savez, on en a parlé, et c'est compliqué. Ils ont un moyen de pression sur moi, et vous non. Donc vous savez, c'était ça l'accord. » Mais ça, c'était l'étape suivante. Puis la troisième étape était « Nous devons nous rencontrer la semaine prochaine. Vous devez accepter un cessez-le-feu la semaine prochaine. » Pourquoi? Parce qu'ils paniquent. Évidemment, les médias, l'élite, la rhétorique, cela n'est jamais dit ouvertement, mais certaines personnes, à un certain niveau, tirent la sonnette d'alarme car les forces militaires du régime sont en train de s'effondrer à un degré sans précédent. Et il n'y a aucun signe, il n'y a que des signes que l'armée russe devient plus forte chaque jour et que les forces du régime de Kiev s'affaiblissent chaque jour. Et il n'y a absolument rien qu'ils puissent faire, ni économiquement, ni militairement, ni politiquement, pour inverser cela. C'est pourquoi il y a cette insistance. Il faut obtenir un cessez-le-feu pour sauver notre régime proxy à Kiev. Et tout cela a été organisé comme un piège de pression, n'est-ce pas? L'inviter en Alaska, dérouler le tapis rouge pour lui, poursuivre la paix à nos conditions, et tous ces grands panneaux publicitaires, n'est-ce pas? Et Poutine est resté sur sa position. La paix, oui, mais à nos conditions. Lorsque les causes profondes du conflit, c'est-à-dire l'expansion de l'OTAN et ce régime bandériste que vous avez aidé à installer au pouvoir à Kiev, l'Europe. Voilà tout. Et ils n'ont pas bougé de cette position. J'ai été extrêmement heureux de voir cela. Ils ont tenu bon une fois de plus, puis ils sont allés.